va y aller. C'est bon. Cette fois, on va présenter la troisième application, c'est les murs en débois. C'est une application réalisée par Intuitive Travel, Boucle d'Oreille et La Contralée, donc à partir de l'œuvre de Lucien Suède, d'Azur et d'Acier. Cette application est à la base en fait, de nos réflexions pour réaliser cette journée d'études. Elle a permis de sélectionner donc, les différentes interventions que vous avez vues jusqu'à maintenant, notamment autour de la dimension esthétique et artistique, en mobilité urbaine, tout en soulevant beaucoup d'enjeux éditoriaux. Nous avons travaillé sur la manière dont cette application propose une expérience de l'espace urbain en introduisant une dimension esthétique et sensible à un quartier résidentiel considéré comme finalement peu vivant, et donc en quoi l'application fabrique de la ville, du mouvement, de la vie et, dans ce quartier. Nous allons donc laisser la parole à Olivier Carpentier de Boucle d'Oreille, Lucien Suel, dont l'œuvre est vraiment au cœur de cette application, Benoît Méril de La Contralée, qui a édité l'ouvrage de Lucien Suel et qui s'est investi dans l'élaboration de cette application, et à Benoît Duvette de Intuitive Travel pour la partie un peu plus technique. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. On va vous présenter donc cette application. Juste quelques mots sur la genèse du projet. Le point de départ, c'est vraiment une rencontre avec un lieu et avec un texte littéraire. Moi, je m'intéresse à une certaine forme de magie qui naît lorsque un texte est mis en voix. Et lorsqu'on écoute ce texte, sans rien lire, sans écran, sans rien, eh bien, il y a un voyage dans l'imaginaire, il y a quelque chose qui se passe, qui est pas facile à expliquer voilà, qui est mon point de départ à Boucle d'Oreille. Donc, je ne parle pas trop de Boucle d'Oreille, voilà, vous irez voir boucled'oreille.com, c'est une librairie en ligne dédiée au livre audio, qui a une activité de labo, de studio de production, et qui réfléchit à des nouvelles formes pour faire connaître, faire aimer aux gens l'expérience de l'écoute de texte. Voilà, je me suis installé dans le quartier de l'Île-Five, où voilà, le lieu dont on va parler, il y a quelques années, et j'ai été frappé par la bizarritude de ce quartier qui est organisé autour d'une usine énorme, désaffectée, une usine vraiment à l'abandon, qui est gigantesque, qui est en plein milieu de la ville, et qui est tellement grande, tellement infranchissable que les gens qui essaient de traverser ce quartier se perdent. Et c'est lorsque j'ai découvert ce texte, un livre que j'ai acheté en librairie, d'Azur et d'Acier de Lucien Suel, eh bien, ma façon d'habiter le quartier, de le traverser, de déambuler autour de l'usine et de comprendre en fait où j'étais a complètement changé. Et lorsque je me suis interrogé sur la façon de mettre dans l'espace la lecture des livres, et bien finalement ce projet est arrivé assez vite. J'ai eu la chance de rencontrer Benoît, l'éditeur du texte, et voilà, je propose qu'on regarde un petit peu qui est l'auteur de ce texte, d'Azur et d'Acier, et quelle a été sa démarche d'écriture. Dans la jeu. J'avais suffisamment de choses à découvrir dans la géographie du endroit, quoi. Et donc voilà, alors ici, là donc il y a le mur de l'usine commence là, le mur de briques, quoi. Qui protège l'usine. On peut imaginer quand même le bruit, parce qu'il devait y avoir énormément de bruit, le bruit des machines. Après, il y avait les sirènes qui rythmaient l'arrivée, enfin
la fin des postes, quoi, poste du matin, poste de l'après-midi, poste de nuit. Et puis après, il y avait aussi les sorties des ouvriers. Ici, d'abord, l'usine. Pour que vous puissiez voir un peu de quel endroit on parle, je passe la parole à Benoît Véry, l'éditeur de ce texte. Oui, bonjour tout le monde. En gros, ce que je vous ai proposé avec l'application, c'est de suivre Lucien sur ses traces. Il a mis ses pas dans les pas des ouvriers qui occupaient cette usine, qui y travaillaient, qui habitaient ce quartier. Finalement, l'application aujourd'hui, c'est de vous inviter à suivre le même mouvement. En 2 mots, la maison d'édition développe une thématique, une ligne éditoriale qui s'inscrit entre 2 termes, mémoire et société. Quand on parle de mémoire et société, on parle de chercher des clés de lecture dans un passé forcément, mais pour appréhender des problématiques tout à fait contemporaines. Quand on parle de mémoire, c'est parce qu'on s'intéresse finalement tout à fait au présent. La maison est implantée à Fives. Fives, concrètement, c'est un quartier industriel, en tout cas emblématique de par cette histoire-là. Un quartier qui a eu ses heures de gloire, qui aujourd'hui se cherche une perspective. De 40 000 habitants, on est tombé à 20 000. Je réfléchissais finalement à comment investir l'endroit où nous vivions. Ces thématiques-là, on les traite à travers tout le catalogue de la maison. Il était peut-être intéressant d'agir là où nous étions. Donc de questionner les gens qui habitaient cet endroit-là avec nous. De nous poser ces questions un petit peu en diverses occasions, en créant des rencontres chez l'habitant. Là, vous avez vu Lucien franchir la porte de la médiathèque, donc c'était un endroit de rencontre aussi. On a multiplié les rencontres comme ça. On fait ça habituellement, en tout cas depuis 5-6 ans. Et on a essayé de pousser un petit peu le procédé en disant, bon, passons commande à des auteurs, invitons-les en résidence et à se poser la question avec nous. Les termes de la commande, produire une fiction inspirée de l'histoire sociale et culturelle d'un territoire donné. Une fiction, parce que finalement, et des auteurs de littérature, parce que finalement, ce que l'on recherche, c'était pas tant de produire un livre d'histoire, mais de se questionner sur celle en devenir. On a donc essayé de mettre en place un dispositif de résidence de création. On a invité Lucien en 2009, fin 2009, à résider dans ce quartier pendant plusieurs mois. Et pendant plusieurs mois, il a rencontré autant de personnes qu'il lui était possible de rencontrer. On a mis en place quelques rendez-vous finalement pour lui donner quelques entrées, mais il a toujours choisi les personnes qu'il voulait questionner, la façon dont il voulait évoluer dans cette ville. Et nous ne lui avons pas forcément imposé le sujet FIFCAI de cette usine qui était évoquée, mais de se poser dans ce quartier et de l'appréhender à sa façon. Juste en aparté, nous avons développé 3 résidences jusqu'à aujourd'hui sur ce même territoire. Les 3 approches sont foncièrement différentes et on propose 3 voyages différents dans les mêmes pas. Donc ça c'est quelque chose comme ça, j'entendais parler des points de vue, on pouvait questionner comme ça indéfiniment et produire une matière infinie sur ces mêmes thématiques. Donc concrètement, 3-4 mois de résidence in situ, une multiplication de rendez-vous pour collecter des matériaux. Les matériaux concrètement proviennent soit des rencontres chez l'habitant, je le disais, mais de la recherche, de fonds d'archives, quelque chose que l'auteur collecte. On se donne des rendez-vous réguliers pour faire le point. À l'issue de la résidence, la production d'un ouvrage, vous en avez vu la couverture. On avait imaginé déjà à cette époque-là un principe de rendez-vous chez l'habitant sous forme de lecture musicale. Essayer d'appréhender les choses. Il y avait la notion de son, il y avait la notion d'audio, était quasi immédiate à la fondation de la maison. De fait,
on a essayé d'avancer sur cette forme-là. Et avec le livre, là, d'Azur et d'Acier, il y a déjà une première adaptation du texte qu'il est possible de télécharger sur le site de la maison. On voulait déjà appréhender cette dimension-là. Donc naturellement, quand la rencontre avec Olivier nous donne l'opportunité de reprendre cet aspect des choses là où on l'avait laissé, et de prolonger finalement le travail qu'on avait essayé d'engager dans cette production. Pour la maison, l'intérêt de ce genre de dispositif, c'est de créer un espace de création qui est en phase avec la ligne éditoriale, un dispositif qui nous permet d'appréhender les questions qui nous importent, nous, dans un contexte donné. Donc, on a utilisé évidemment l'endroit où nous étions situés quasiment en témoin, et aussi parce que c'est un endroit idéal pour observer une problématique tout à fait contemporaine. Mais aujourd'hui, on peut tout à fait imaginer ce genre de dispositif dans n'importe quel endroit. À partir de l'instant, on peut commencer à questionner un lieu de résidence, un pôle de production, d'écriture, et à l'issue, naturellement, quelque chose qui est de l'ordre de la médiation des contenus pour nous, le livre papier, le format numérique, le format audio. Finalement, en tant qu'éditeur, moi je recherche tous les canaux possibles pour faire en sorte que une voix rencontre une écoute, c'est-à-dire finalement travailler sur la transmission des savoirs. C'est un peu là l'enjeu pour moi en tout cas. Merci Benoît. Donc ce livre se prête particulièrement bien en fait à l'idée d'être lu à l'endroit même dont il parle. En fait, le quartier de Fifcaille autour de l'usine, c'est une espèce de zone urbaine interstitielle. Quand on y voit la première fois, on pense juste que c'est triste. Et en fait, grâce à ce texte, on lève les yeux, on regarde les façades, on comprend finalement la structuration sociale, les strates historiques, non pas à travers un écrit historique classique, mais par un entrelac de petites histoires qui rencontrent la grande, de rencontres, de formes tout à fait poétiques. Le tout se divise en petites bulles. Alors je fais le lien avec les bulles de Genève. Ces petites bulles de contenu, l'idée c'était de les servir à travers une application audio qui prennent la contrainte du lieu comme un atout de départ. La contrainte du lieu, c'est que cette usine, on ne peut pas y pénétrer. Cette usine, on sait qu'elle a un impact sur l'histoire industrielle de la France et du monde vraiment très important. Petit rappel, c'est dans cette usine qui a fonctionné entre 1865 et 1990. On a fabriqué des structures gigantesques métalliques de la gare d'Orsay. On a fabriqué des tunneliers, on a fabriqué des locomotives. C'est dans les cafés aux alentours de cette usine où a été notamment composée la chanson internationale, qui a quand même une belle postérité. On est vraiment au cœur de l'histoire industrielle, et pourtant cette usine, on ne peut pas y pénétrer, pour des raisons de sécurité, et également parce que le quartier va changer, ça va se transformer. Voilà. Or, cette usine, elle vit dans les rues qui l'entourent. Et c'est un bon prétexte, finalement, la possibilité de voir, pour aller jusqu'au bout de cette démarche radicale du tout sonore. Voilà, donc on a monté le projet grâce à l'aide de la ville de Lille, Picta Novo, le laboratoire Les Trois Jéricho qui va nous aider pour finalement essayer de comprendre ce que ça produit, comment ça fait sens. Et voilà, donc il y a la liste des partenaires, vous l'avez sur le petit flyer, je ne voudrais pas oublier, voilà, il y a également la partie en Pas-de-Calais, les flyers. Voilà. Alors, donc, tiré parti du ministère des Lieux avant la métamorphose, et je vous ai expliqué que cette usine finalement va être reconfigurée avec un lycée hôtelier, tout un complexe. Hein, donc le chantier est en train de se mettre en place, a été pensé au sein de la ville de Lille pendant très longtemps, et les travaux devraient commencer en 2014. Voilà. L'idée, c'est de faire cohabiter l'intérieur de l'usine, qu'on va rendre de façon fantasmée, par une création sonore. Donc cette création sonore a été produite par un musicien qui s'appelle David Boscon et qui crée de la musique uniquement à partir de textures métalliques. Voilà. L'idée, c'est que finalement, grâce à une technologie de restitution sonore binaurale, on va faire entendre ces parties de cette usine et on va poser un décor sonore qui évoque
le fracas que produisait cette usine, et on va emmener les gens déambuler autour de l'usine et passer d'une bulle à l'autre, ces bulles finalement étant reliées aux rues elles-mêmes, reliées à des points historiques, et bien sûr partant du texte de Lucien Suel. Donc Lucien a effectué un travail de réécriture encadré par la Contralée pour finalement que ce découpage puisse harmonieusement, plus ou moins harmonieusement, se disposer le long des rues autour de l'usine. Voilà, il y a quelques thèmes ici. Ça, c'était l'avant-projet, tel qu'on pensait que ces thèmes pourraient se projeter, mais finalement, en préparant le travail, finalement, ça va plus. Voilà, ces thèmes-là ne sont pas positionnés comme ça. On a appris beaucoup de choses en préparant l'application. Voilà. Donc, l'idée, c'est que on a une alternance de sons, de bulles de voix. Ce sont donc une narration qui est faite par Lucien lui-même. C'était important finalement d'avoir le texte lu par son auteur. Et entre ces fragments de voix, ainsi que en fond sonore, il y a cette création musicale et bruitiste qui commence dès les abords de l'usine. Donc, périmètre d'approche 500 mètres, on commence à entendre ce fracas de l'usine. Voilà, j'ai oublié de dire que ça fonctionne pour l'instant uniquement avec les iPhones, mais ça devrait être élargi aux Android prochainement. Voilà. Donc si vous faites la balade, dès 500 mètres, à 500 mètres de l'usine, vous allez commencer à entendre ces sons. Et vous avez déjà une voix off d'explication qui vous emmène là-dessus et qui vous invite finalement, comme dans l'expérience de Toulouse Ville Sonore, finalement à débrancher l'écran. L'idée, c'est vraiment de s'immerger par le son dans cet endroit et de sortir du côté gadget du smartphone touristique où on est sans cesse en train de regarder des cartes postales anciennes. Voilà. Là, l'idée, c'est que le paysage, il apparaît lorsque le smartphone est éteint. Enfin, et l'écran est éteint. Voilà. Et à 100 mètres, tout autour de l'usine, vous avez ces bulles de voix. Voilà, alors, je vous ai mis une capture d'écran du site internet des Murons des Voix, où on voit finalement l'unique écran de l'application. Le fantasme, c'est d'avoir une appli hyper simple, un seul écran. Dans la réalité, on ne peut pas faire un seul écran, il y a quand même un écran pour dire bonjour. Je pense qu'il est là, c'est celui-là, donc les Murons des Voix, casque audio recommandé, ça se passe autour de la friche LCB à Lille. Encore une fois, côté radical, c'est que sonore et c'est que sur place. Voilà, donc un écran pour dire bonjour, il y a un écran principal avec ces bulles de son et la position, je ne sais pas si vous voyez, il y a une petite bulle bleue qui matérialise finalement la position de l'utilisateur, là où vous êtes autour de l'usine, et vous voyez tantôt les bulles que vous êtes en train de jouer. Alors, on n'appelle pas ça bulle, nous, mais finalement c'est Walking Zinedit qui m'a mis le mot en bouche, donc voilà. Les sons qui ont déjà été joués et ceux vers lesquels vous allez. On s'est rendu compte que finalement le tout sonore sans aucun repère visuel ne fonctionnait pas. Il y avait quand même besoin de comprendre si on se perdait vers un endroit où il n'y a plus de son et plus rien à écouter, ou si on suit le fil quand même. Mais la déambulation est quand même libre. Voilà. Et parfois, eh bien, il y a des phases un peu comment dire ça, des creux. Alors c'est des endroits où on peut réfléchir, etc. Et là, c'est l'usine qui joue sa partition musicale. Et donc c'est pour ça qu'on a ce point bleu sur l'usine qui joue. Et ensuite, vous rentrez dans une nouvelle bulle de son. Et voilà. Le parti pris, c'est de laisser les sons se jouer. À partir du moment où ils ont commencé, ils doivent se finir. Vous n'êtes pas en train de zapper en essayant d'aller plus loin dans la lecture, en essayant de switcher vers un autre volume sonore. À partir du moment où vous êtes rentré dans la zone d'action d'un son, eh bien, ça se déroule et vous recevez ce texte dans sa temporalité. Pour cette première version, on s'en est tenu finalement à une première sélection de fragments sonores qu'on pourra enrichir ensuite de nouveaux fragments qui seraient fonction de la vitesse de déplacement, etc. Ces choses-là existent dans le code, mais on s'en tient pour l'instant
à une partition qui est bien précise et qui est notre partition de départ. Voilà. Une fois que vous avez fait ce parcours, donc, qui peut durer entre 20 minutes et 1 heure, voilà, on va dire en moyenne 45 minutes, eh bien, vous êtes invité à laisser sur un troisième écran, je ne l'ai pas ici, il y a un troisième écran où vous laissez votre adresse email et finalement vous êtes convoqué par email, si vous le voulez, à une carte de découverte. Donc là, on quitte la dimension de la sensibilité, du ressenti, du littéraire, on passe plutôt sur les aspects documents pour comprendre cette usine. Vous arrivez là sur un mode desktop classique, vous arrivez sur la carte où vous comprenez où est cette usine, quels sont les points d'intérêt, et vous avez un espace, des ressources documentaires qui ont été assemblées, proposées par l'association Mémoire du Travail, et où finalement vous allez raccrocher les choses que vous avez entendues, vécues sur place, avec la vie ouvrière, les thématiques, hein, donc la vie ouvrière, les structures, le travail de l'acier, toutes ces thématiques en fait qui ont été abordées à travers le texte. Juste pour expliquer un peu le schéma, l'idée c'est que les gens sont invités à télécharger l'appli, comme pour nos amis de Toulouse, on a le petit problème d'avoir une appli quand même assez lourde, vu qu'on ne voulait pas vider la batterie, donc les sons sont dans l'appli, vous commencez par télécharger l'appli, vous allez sur place, et ensuite vous laissez votre adresse pour retrouver sur la balade la carte que je vous ai montrée, les archives, donc les archives, les points d'intérêt, du texte également, de la biblio, voilà, tout ce qu'il faut pour aller plus loin, mais également votre propre tracé. Donc là, on ne voit pas sur la carte, mais si vous allez voir, normalement la semaine prochaine, ça sera en ligne, si vous allez voir sur cette carte, vous allez retrouver exactement les rues dans lesquelles vous êtes passé. Voilà, puisque finalement l'application, puisque on a retenu votre adresse email, on a aussi retenu votre session de déambulation autour de l'usine, donc vous allez pouvoir finalement conserver de cette façon-là l'expérience de votre écoute. Voilà, je propose qu'on écoute Lucien Suel qui nous lit un extrait de ce texte pour essayer d'entrer un peu en communication avec l'esprit du lieu de Philippe Caille. Brique, 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 brique et brique, brique, brique et brique, les briques et briques, brique et brique, les briques, brique, 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 brique et brique, brique et brique et brique, la brique et brique et brique et brique, la brique, 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 abricade, la brique. Ici, d'abord, l'usine, le soufflet des forges, la coulée de l'acier, le tatamar, des tôles, choc, chaudronnerie, ajustage, gaz, limaille, poussière, vapeur, fumée d'huile chaude, les hommes au milieu, le souffle des hommes, force et fragilité. L'usine respire avec les hommes après les avoir amenés à elle, comme un aimant. Les fermiers quittent les prairies, deviennent des ouvriers. L'usine fait pousser les maisons en corons et courées, en quartiers. L'usine se développe, fonctionne assez longtemps pour que s'installent des habitudes, une tradition, une culture. Tradition ouvrière, culture ouvrière, syndicat, éducation populaire et camaraderie. La révolution industrielle de la fin du 19e, la Première Guerre mondiale, une crise économique, le Front populaire et la Deuxième Guerre mondiale. La reconstruction et la modernisation, les 30 glorieuses, le choc pétrolier, la crise de la sidérurgie un jour, la fermeture de l'usine pour diverses bonnes raisons, pour toujours. Une, deux, gauche, droite. Je lève les yeux vers le haut mur de briques rouges et noires, mes pas résonnent, mon ombre s'allonge sur le macadam des trottoirs. Macadam, brique, brique.
Je m'approche de l'usine abandonnée, je pose mes pas dans les pas des ouvriers, les fantômes des ouvriers. J'entends les cris des enfants dans la cour de récréation, je marche au milieu des années passées, je traverse les souvenirs, je compte en marchant, c'est le rythme du marteau pilon, boum boum dans les clés USB des gamins, court-circuit entre les siècles. Je marche dans les rues de Fives, hop et hop, j'arpente, avance, longe le mur de briques qui me sépare du passé. Je rencontre d'autres marcheurs, des retraités aux petits chiens, des flâneurs, des jeunes mamans à la poussette, slalom entre les autos. Je m'imagine en bottes géantes de Jeter qui enjambent voie ferrée, 04. Hop là! Donnez-moi un F. Five pour les locomotives. Donnez-moi un C. C, caille pour les machines à vapeur. Donnez-moi un B. Babcock pour la chaudronnerie. J'épelle FCB. FCB. Les usines, les gens, du travail. Ma voisine est une usine. FCB, fabricant d'usines dans le monde. Sucrerie en Turquie, en Thaïlande, raffinerie de pétrole au Brésil et en Finlande, cimenterie en URSS, en Irak. Structure métallique, remplissage en briques cimentées, rails des ponts roulants. Beaucoup d'ouvriers à vélo. 1936, grève et occupation joyeuse de l'usine. JOC et ACO, voir, juger, agir. Premiers prêtres ouvriers à Fives en 1947. Pont de Tancarville marqué CFL, compagnie de Fives-Lille, champ de cheminée, bleu de travail, mémorial des fusillés de Fives-Lille, une roue de locomotive brisée avec un homme dans le moyeu, la terre de Buchenwald dans les urnes aux pieds. Retour d'Égypte des monteurs, moins de matériel, plus de matière grise. C'est la ville qui est venue à l'usine. Reproduction sociale interrompue par la désindustrialisation. Depuis 100 ans, des métaux lourds dans le sol. Fives, au Brésil ou en Argentine. Trilogie, fer, cuivre, acier. Usinage, ajustage, martelage. Matière, énergie, humain. Fer, cuivre, acier. Usinage, ajustage, martelage. Matière, énergie, humain. L'usine, les gens, le travail, fer, ajustage, énergie, l'usine, les gens, acier, martelage, usinage, matière, énergie, le travail, les gens, acier, cuivre, matière, les gens, le travail. Tout a changé. Un quartier très populaire. Le bal au Fiviana avec un orchestre, la rencontre des âmes sœurs, les équipes, les postes, toujours des gens dans les rues. Le tramway élevé, les autobus des ouvriers, des filatures. L'île Fives d'azur sur des lys d'or. Musette et casquettes, de l'usine au quartier. Un coulonneux, le jardin sans nom. Choisir le jour de lessive en fonction du vent à cause des cheminées d'usine. Les sœurs servantes du Sacré-Cœur appelées sœurs de l'usine jusqu'en 1975 à Vélo-Solex pour faire les piqûres. Mon père était soudeur en déplacement. Peau de lapin! Le quartier était très vivant avec beaucoup de magasins, des odeurs de café très agréables. C'était la fête. Tramway tiré par des chevaux, puis à la vapeur, les escarbilles provoquaient des incendies dans les maisons en bois de la reconstruction. Les courées contre les HLM, cafés et fêtes, balles à fil, la résistance face à l'occupant, étendre le linge le samedi après-midi, les ginelles sur le comptoir remplis à l'avance, les camels, les cafés-dîneurs, les petits bonheurs, les grands malheurs sur le zinc. Le jour de la Sainte-Éloi, ils ne touchaient pas tous à leur machine. Le soir, certains rentraient à la maison dans une brouette avec leur nom sur une étiquette. 1861, taux de fécondité à Fives de 7 enfants par femme.
marée humaine plusieurs fois par jour dans les rues. Le chœur des carillons Westminster à midi dans les rues ouvrières. Brique, brique, la brique, une brique, des briques, une brique, 10 briques, 100 briques, encore une brique, encore des briques, briques par milliers, briques par millions, briques par milliards, que des briques, briques crues, briques cuites, briques en haut, briques en bas, briques dures, briques pures, briques ici et briques là, une brique. Le travail. Salaire bas compensé par des heures supplémentaires, œuvre de bienfaisance, dispensaire, goutte de lait. Le travail. Vous avez vu la pièce qu'on a fait? Boire un coup avant d'aller travailler et après, s'organiser, réagir. Saint-Éloi, il n'est pas mort. Une bistouille avant le boulot. Vendre sa force de travail. Ils aimaient leur usine. Le pointeur qui fait la paye. Le travail. Des pièces énormes. Coopératives, cantines, logements, jardins ouvriers. En grève. Forte tête. Casque obligatoire. Perds pas ta vie à la gagner. Le travail bien fait. Briques et locomotives. Le travail est le principe fondamental de la vision du monde. Combat contre le retard et l'absentéisme, les écoles de midi, caisses de prévoyance, sociétés mutuelles d'entraide, économat. Le respect des anciens, la fierté, la camaraderie. Le travail, c'est ma vie. On a besoin de tous. Rude conditions, esprit d'équipe, effort physique, dépendance, survie, précarité, solidarité, conscience de classe. Travail, travail, travail. Des tonnes de briques. Briques nues, briques vernies, briques briquées, briques, faut que ça brille. Briques froides, briques chaudes, briques pleines, briques creuses, briques sèches, briques réfractaires, briques, brac, briques, broc, briques, broc, briques, boc, briques, brac, briques, box, briques, brac, briques, broc, briques. Ouais. Et oui. Et ben voilà. Et ouais. Pourquoi garder un truc comme ça? Tout le potin. Là, on n'entend plus rien. Juste les moineaux. Mais avant, alors là, ouais, les rifteuses à chaud, que au boucan, et puis encore les marteaux pilons, la chaudronnerie. Bam! Et ouais. Pourquoi garder un truc comme ça? Ouais. Et oui. Et ben voilà. Ouais. Et la chaleur. Ouais, la chaleur, la vapeur. Ouais, pas possible. Et pas le droit d'ouvrir les fenêtres, tu te faisais engueuler. Tout y est cassé. Les moineaux, ils peuvent rentrer. La flotte. Ouais, c'est tout rouillé. Plus rien. Et ouais, pourquoi garder un truc comme ça? Ouais, et oui, et ben voilà. Ouais. Ah, il y en a eu des trucs qui sont sortis d'ici. Des ascenseurs, des ponts et des locomotives. Et même des usines. Oui, il y en a eu du boulot. Et aussi des morts. Et des blessés quand ils se faisaient prendre par la machine. C'était dur. Et ouais. Pourquoi garder un truc comme ça? Merci Lucien, c'est difficile de reprendre la parole après ça. Voilà, je vais conclure en expliquant qu'on a beaucoup appris en montant ce projet. Vous pouvez aller sur place avec un iPhone, ou vous faisant prêter un iPhone, et déambuler dans les rues autour de l'usine FCB. Nous, on a surtout appris qu'il nous manquait un outil fondamental pour bien scénariser les sons. Il nous manquait
un simulateur, quelque chose qu'on pourrait transporter avec nous, ou au contraire un outil de travail pour le bureau, pour placer les sons, pour dimensionner les bulles de son, pour doser les ambiances, la musique, les durées, les dosages de niveau. Voilà. Tous les partenaires du projet sont persuadés que ce projet peut encore être amélioré, que ce projet va faire des petits. On a imaginé donc la suite, qui est un simulateur donc, de balades sonores, storytelling dans l'espace. Ce simulateur, on est en train de poser le contexte. Ça va s'appeler VoxMap. L'idée, c'est que voilà, on a des tracés, des sons, des explications sommaires et voire images, le tout dans un outil voilà, d'hébergement et de scénarisation qui nous donnerait des balades mobiles. Voilà. Mais pour parler de ça, je préfère laisser la parole à Benoît Duvet de la société Intuitive Travel, qui est donc la société qui a fabriqué l'appli Les Murons des Voix, pour qu'il décrive un peu la démarche d'Intuitive Travel. Alors bonjour à tous, oui, donc merci Olivier pour cette introduction et puis pour la présentation de Les Murons des Voix. Donc Benoît Duvet de la société Intuitive Travel. Je vais essayer de reprendre un petit peu du coup des points. Ma présentation va être plus technique finalement, après toute la poésie développée précédemment. Et je vais essayer de parler de choses, de faire des parallèles aussi avec ce qui a été dit dans les précédentes présentations. Parce que j'ai trouvé pas mal de points communs finalement dans notre activité chez Intuitive Travel avec ce qui a pu être présenté préalablement. Donc voilà, nous on est créateurs d'applications pour le tourisme et la culture. On a deux grands secteurs d'activité. On a le secteur d'activité guide numérique, dont je ne vous parlerai pas, mais que je peux que vous inviter à aller consulter en téléchargeant nos applications. Et puis on a le volet d'activité qui nous concerne aujourd'hui, qui sont les applications sonores, qui chez nous se divisent en deux parties, qui sont les audio guides et ce qu'on appelle les installations sonores. Donc l'installation sonore, typiquement, c'est voilà, une installation comme Les Murons des Voix. Moi j'appelle ça installation sonore parce que pour ma part, je viens du milieu du son et du dispositif sonore, musical. Et donc pour moi c'est un vocabulaire voilà, qui me semble assez approprié, quoique on ne soit plus dans un dispositif, on est dans un nouveau dispositif à travers l'utilisation du smartphone en lui-même. Voilà, et l'audio guide, donc je vous ai mis une petite illustration d'un audio guide qu'on a fait, qui est un audio guide sur un carrefour qui se trouve en forêt d'Orléans. Je choisis aussi de parler de ce projet parce qu'il a été soutenu par Pictanovo et comme ils sont partenaires aussi de cet événement, au passage je leur fais un clin d'œil et on les remercie tous pour l'aide qu'ils nous apportent. Donc cet audio guide, je vais peut-être moins m'étendre sur les Murons des Voix puisqu'on vient de le faire, mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour les applications sonores, quand on réalise une application sonore, on se base sur un moteur qui a différentes variantes, qui est le moteur Terra Sonata. Et en fait, le moteur Terra Sonata, je vais le développer juste après. Voilà, tout à fait. Il tire son origine d'un roman. Chez Intuitive Travel, on aime bien avoir quelque chose une mythologie pour créer nos produits. Donc, Le Chant d'épices de Bruce Chatwin, qui est un écrivain un peu voyageur, baroudeur,
et qui, à travers son voyage en Australie, nous raconte que en fait, les aborigènes australiens ont recouvert l'Australie de champs sacrés, de sites sacrés, et en fait, pour passer d'un site à l'autre, il faut voilà, réciter, chanter, pour connaître le chemin, pour passer d'un site à un autre. Voilà, donc ça c'est notre inspiration, en fait, c'est de dire qu'il y a des zones, il y a des bulles de chants, et qu'en apprenant ces chants, on peut aller au site suivant. En fait, on se rend compte aussi que cette mythologie, elle existe chez beaucoup d'autres, elle existe partout ailleurs dans le monde, et finalement, on peut imaginer que la Terre, elle est complètement recouverte de bulles sonores et de chants, de bulles de chants sacrés, qui nous permettent de voyager à travers le monde. Donc, ça, c'est un petit peu ce que nous, on cherche à recréer aujourd'hui à travers les différentes applications qu'on produit, quand on produit des applications sonores. Donc le moteur Terra Sonata, il permet deux choses. Il permet une interaction et il permet une immersion. Donc l'interaction, c'est parce que les sources sonores sont géolocalisées et l'utilisateur est géolocalisé. Donc ça, c'est le fonctionnement qu'on a déjà vu dans les précédentes présentations. On ajoute à ça une scénarisation, comme là ici pour les Murs des Voix, on avait une scénarisation qui était basée sur le roman, basée sur l'espace et sur l'aspect très historique. Pour le Carrefour de la Résistance, qui était, vous voyez, un audio guide et non pas une installation sonore, le moteur Terra Sonata, il permettait de faire une mise en espace et une mise en mouvement des sources sonores, c'est-à-dire que les sources sonores de l'application sont en mouvement sur une scène, et elles vont avancer, elles vont reculer, elles vont faire un mouvement qu'on va définir au préalable. Pour l'application Carrefour de la Résistance, ça nous a permis de recréer une journée complète au niveau de ce carrefour, qui est la journée du 15 août 1944, où les Allemands ont cherché le maquis qui était à proximité de ce carrefour et ont débarqué au niveau du carrefour, ont interrogé les forestiers qui y habitaient. Et voilà, je vous laisse tout le suspense de l'histoire. Mais ça nous a permis, en tout cas, voilà, il y a 4 maisons forestières sur ce quartier qui représentaient donc une scène, et ça nous a permis de faire naviguer les personnages sur cette scène, et vous, en tant qu'utilisateur, vous pouvez aller donc, à cet endroit, et chaque source sonore va se déplacer autour de vous, va vraiment prendre vie comme si vous viviez cette journée. Donc ça, c'est une forme de scénarisation possible que permet ce moteur, et donc une interaction finalement avec l'histoire, avec des sources sonores. Et finalement, dans les Murs des Voix, on a quelque chose de plus statique. Les sources ne sont pas en mouvement, mais parce que on est moins dans de la recréation, mais plus dans quelque chose de l'ordre du paysage sonore, peut-être de la contemplation. Voilà. Ce sont des formes de scénarisation que le moteur Terra Sonata permet. À ça, on ajoute le binaural, donc technique de spatialisation sonore 3D qui reproduit la perception humaine. Deux choses. On a des enregistrements binauraux qui vont venir créer des fonds sonores, qui vont venir créer des liens aux différentes scènes qu'on propose. Et chaque source qui se trouve dans l'application, chaque source qui est géolocalisée et qui est en interaction avec l'utilisateur, va être elle-même synthétisée de manière binaurale, de sorte à ce que si la source est devant vous et se met à tourner pour arriver derrière vous, vous entendiez avec vos deux oreilles le mouvement de cette source. Ça, c'est deux choses qui, pour nous semblent primordiales au niveau du dispositif, c'est cette interaction et surtout cette immersion, afin que le dispositif semble crédible et qu'il y ait la poésie du sonore, que cette poésie soit amenée, parce que cette poésie est nécessaire pour faire adhérer finalement au dispositif et à l'histoire qu'on est en train de vous raconter, ou à l'œuvre qu'on est en train de vous proposer. Je pense que c'est des questions, comme on parlait tout à l'heure du cinéma, qui est finalement une œuvre très immersive. Comment est-ce qu'un dispositif smartphone aujourd'hui peut être immersif? Voilà, c'est des pistes que nous on propose, c'est par justement l'interaction et l'immersion à travers le son 3D. Voilà, je vous donne un petit peu de visuel pour vous présenter un peu comment
on envisage les choses. Donc on a le même type de présentation au niveau de la carte. Voilà, vous voyez, on cherche à recouvrir la Terre de sources sonores. Chez nous, on s'organise en 3 niveaux. On a le plus petit niveau qui est la source sonore, c'est le niveau le niveau 0, c'est-à-dire que moi qui suis en train de parler, je suis une source sonore. Mais plusieurs sources sonores sont regroupées ensemble et forment ce qu'on appelle nous un espace sonore. Donc c'est-à-dire que moi je suis en train de vous parler, mais vous m'entendez aussi à travers les différents haut-parleurs qui sont elles-mêmes des sources sonores. Donc à nous 3, ou je ne sais pas combien de haut-parleurs, mais tous ensemble nous formons un espace sonore. Et plusieurs espaces sonores peuvent en elles-mêmes, en s'assemblant, créer des paysages sonores. Ce que vous voyez sur la carte au-dessus, les petits pictos qui sont tout seuls représentent donc des espaces sonores, et le numéro 28 voilà, représente le paysage sonore qui contient lui-même 28 espaces sonores qui eux-mêmes contiennent un certain nombre de sources sonores. Ce qui est important par rapport à ces unités, c'est de se dire que c'est de cette manière qu'on procède pour c'est vraiment le schéma qui nous permet de scénariser finalement un contenu sonore qui va nous surgir. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire un dispositif qui va être du type j'ai quelque chose à dire ou j'ai un message à dire, j'enregistre mon message, je le géolocalise et puis voilà, vous pouvez aller tous l'écouter. Super, vous entendez juste comme un tweet sonore, bon c'est intéressant, mais nous ce qui nous semble le plus important c'est qu'il y a une cohérence et une unité, finalement une scénarisation, une construction dans ces messages sonores qui doivent être partagés. Voilà. Donc chez nous l'enjeu c'est effectivement de proposer d'abord aux utilisateurs d'être spectateurs. Donc à travers des réalisations comme les Murons des Voix ou à travers d'autres réalisations qui peuvent être des propositions artistiques, patrimoniales, culturelles, toujours basées sur le sonore, avec différentes sources donc, qui peuvent être des commandes de structures institutionnelles, qui peuvent être des artistes, qui peuvent aussi être des experts qui souhaitent faire des cartographies sonores. C'est donc de faire découvrir aux spectateurs ces univers sonores scénarisés, et à travers les nouvelles pratiques touristiques, sociales et culturelles, en gros, c'est-à-dire l'utilisation de votre smartphone, du GPS et de tout ce que ces éléments apportent, de vous amener à devenir acteur et donc à créer votre propre scénarisation sonore. Et tout ça, ça passe donc par des outils qui nous permettent de gérer tout ce que vous allez créer comme contenu, ou tout ce que finalement une structure institutionnelle ou un artiste va vouloir scénariser et géolocaliser comme contenu. Tout ça, ça nous amène à avoir des outils, notamment l'outil VoxMap qui va permettre de faire cette scénarisation et ces propositions. Voilà. A priori, l'outil VoxMap a d'abord une destination pour les experts, c'est-à-dire les institutionnels, comme je le disais avant d'être accessible par le public, qui se verra avoir peut-être un VoxMap qui sera plus user-friendly, pardon pour ça, mais je ne trouve pas le mot en français pour... avec une interface peut-être plus simple, plus... voilà. Et je vous remercie pour votre attention. Encore merci à vous trois, Olivier Carpentier, Bois-Berry pour vos éclairages sur l'application Numéro de Voix et le projet VoxMap et Terra Sonata. Et encore merci aussi à Lucien Mensuel pour sa performance. Maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Personne. Je me lance. Du coup, moi j'avais une question, c'était par rapport du coup l'application Numéro de Voix. Vous avez dit qu'en amont pour la Contralée, vous aviez des rendez-vous avec des rencontres avec les habitants pour le projet d'écriture. Mais en fait, c'est par rapport à l'application. Est-ce que vous avez aussi rencontré des habitants est-ce que vous avez aussi peut-être mis au point une structure pour pouvoir prêter peut-être des iPhones aux gens qui n'ont pas nécessairement, qui n'ont pas de connexion illimitée pour pouvoir faire l'application d'Amphi?
répondre. C'est pas encore pensé, pour la simple bonne raison qu'on veut d'abord que l'application soit évaluée. Et voilà, on a fait cette proposition, ça existe. On s'est rendu compte, juste en la faisant, qu'il y a plein de choses qui étaient induites par le langage de l'application, cette façon finalement de se resserrer des murailles de l'usine, de resserrer les points, etc. Bon, voilà. Il y a beaucoup de choses qui vont parler maintenant à travers les études qui vont commencer ce samedi, sous la conduite de l'équipe des usines d'Adage. Une fois qu'on sait comment le sens est restitué à travers une telle application, on va travailler notamment avec la mairie de Lille pour que les habitants continuent d'être impliqués. Ils l'étaient au début grâce au travail de l'éditeur et de l'auteur, et ça va arriver. D'accord, merci. Merci pour votre intervention. Moi j'avais une question par rapport au devenir de l'application, étant donné qu'il va bientôt y avoir des travaux de requalification. Justement, comment envisager le devenir de l'application? C'est un risque qui a été pris, qui était celui de faire entendre un paysage sonore indésirable de marteau-piqueur en plus des créations de David Bosseron et du texte de Lucien. De toute façon, voilà, si jamais il y a du vacarme de travaux pendant plusieurs mois, c'est pas grave, l'application respirera plus tard. Je pense que c'est vraiment important qu'on la projette dans la longue durée. À voir après comment on va financer les montées en gamme, parce que les OLED vont évoluer, les smartphones et tout ça, mais ça va continuer d'avoir du sens une fois que l'usine aura été requalifiée. Juste sur ça, moi je suis du coup pas trop d'accord avec penser à la question comme ça, parce que je trouve que pour avoir fait l'application, justement quand on est dans le quartier, au final on n'a pas beaucoup d'occasion de la voir. Finalement cette usine, comme je le disais, c'est beaucoup mieux, on ne peut pas la visiter et c'est un peu frustrant parce qu'on aimerait bien pouvoir aller dans ces endroits un peu fantômes, vides. Voilà, mais en même temps on est aussi dans un quartier qui raconte aussi la même histoire que l'histoire de cette usine. Il n'y a pas l'usine qui fait du quartier comme ça, et le reste du quartier a bien sûr été impliqué du coup dans tout ça, ce qui fait que finalement je crois que même si l'usine n'était plus là, même si derrière les murs on voit rien du tout de cette usine, on a quand même le passé ouvrier qui est là, et donc le texte fait écho aussi à ce qui est autour de nous, qu'on voit plus que l'usine qui est censée être qui est aussi bien sûr le centre de l'application du texte. Merci. Après la visite, l'immersion sonore, on peut donc via l'adresse email compléter sa visite par des documents. Est-ce que avant les travaux, la transformation, l'usine a été filmée? Est-ce qu'il peut y avoir une déambulation virtuelle avant destruction ou transformation? Donc passer du son, là pour le coup, à l'image. Alors c'est peut-être pas vous, mais est-ce que c'est une option qui est envisagée? Est-ce que la ville de Lille l'envisage pour regarder la trace, la déambulation, et enfin rentrer dans l'usine après avoir tourné le tour? Alors, il y a eu quelques opportunités pour visiter l'usine. Moi, je n'ai pas connaissance de production télévisuelle, en tout cas visuelle, puisqu'aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait ce genre d'enjeu. Maintenant, il faudra se contenter de projection mentale. Donc en fait, on va faire la réalité augmentée sur quelque chose qu'on aurait pu... On va faire appel à l'imagination en écoutant. Par rapport à justement ce qui était dit avant, moi je me pose la question de savoir si l'usine existe encore. En fait, certes, les murs sont là, mais tout ce qui est décrit dans le texte, c'est des choses qui
quasiment n'existe plus en fait. Les personnes sont plus là. Donc avoir une image supplémentaire, ce serait peut-être pas ce serait un projet différent. Mais ce serait pas c'est pas le propos en tout cas chez nous là, pour cette application, je pense. Là, ce qui est vraiment important, c'est finalement le patrimoine qu'a dégagé cette usine. C'est ce qui est mis en... Et c'est une tradition orale, c'est de raconter des choses avant tout, avant de les montrer. Leur sens est certainement plus fort par le fait que quelqu'un raconte cette histoire plutôt que de la montrer et d'imposer des images de choses qui sont dégagées, de choses qui sont en ruine et pas forcément très, très positives pour l'image de ce qu'a pu être l'usine à un moment donné. Sur le terme, on impose des images, mais là, pardonnez-moi, on impose aussi une idée sonore, la manière de scander le texte, de dire. C'est déjà, de toute façon, un parti pris d'un point de vue. On peut avoir envie de découvrir d'autres sons, d'autres esthétiques. Donc, on n'adhère pas, enfin, ça, c'est effectivement le propos artistique, pour le coup, mais c'est pareil pour l'image. En fait, il y a mille et une façons de filmer les choses, mais pas... et d'être aussi dans une poésie, même sur quelque chose qui n'existe plus, qui est plus vivant, mais une architecture, une ossature qui existe encore. Là aussi, c'est l'œil de l'artiste, celui qui filme, qui va faire une matière. En fait, le sujet, c'est moins l'usine que la façon dont elle a façonné la ville autour d'elle. C'est pour ça que c'est pas si grave qu'on rentre pas dedans. Mais ceci dit, la frustration du manque d'image est vraiment là. Il y a beaucoup de gens qui la pointent. Et voilà, on n'a pas de réponse à ça. On a pensé cette proposition avec le sonore d'abord, mais on sait que ça manque. Moi, ce que j'ai trouvé passionnant aussi dans d'Azur et d'Acier, notamment, et puis qui est repris dans la sélection des textes de façon un peu plus moins forte peut-être, parce qu'il faut choisir les textes, les extraits, mais c'est qu'on rentre non seulement dans l'histoire de l'usine, etc., mais aussi qu'on partage une expérience avec un auteur qui s'est approprié le quartier. Et que d'Azur et d'Acier, c'est autant un livre, et puis l'application, elle est autant sur le quartier aussi que sur ce travail d'écriture, de rencontre. L'expérience de la résidence, elle est très présente aussi dans le livre. Voilà ce que j'ai fait, voilà comment j'ai travaillé. Et du coup, voilà comment je me suis approprié le quartier. Et du coup, c'est un type de médiation qui me paraissait aussi intéressant. Alors, du coup, ça c'est repris dans l'application, mais du coup, par rapport à nous, visiteurs, je trouve que dans les différentes applications qu'on a eues, c'est vrai que le choix du médiateur, le choix de celui qui nous fait vivre l'expérience, que ce soit un guide, que ce soit un rapport presque très immédiat à l'archive, comme dans Oxy Edit, ou ici, la médiation littéraire, ça change quand même aussi. Il y a des formes d'engagement de nous et du type de ce qu'on pourrait nous y faire dans le quartier, du coup de type de nous, quel type de travail on pourrait se mettre à faire. Enfin en tout cas, je trouvais que la façon dont vous aviez travaillé, elle était très engageante pour nous. Alors je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous tenait à cœur aussi de pouvoir expliquer cette expérience, et en tout cas comment vous pensiez que nous on allait pouvoir s'y impliquer. C'est une question pour vous aussi. En fait, je crois que quand j'ai commencé à l'écrire, j'ai été tout à fait ignorant du fait qu'on allait me poser ce genre de questions. Parce que, voilà, j'avais déjà suffisamment à faire en arrivant dans un quartier ouvrier de Lille. Moi qui habite, et je l'explique, qui habite dans un petit hameau d'une trentaine d'habitants du Colline d'Artois, et qui n'avais jamais vécu en ville, quasiment. Donc, vous voyez, donc c'est pour ça que je raconte aussi ma propre acclimatation au quartier sous la forme d'extraits de mon journal que j'ai placé dans le livre. Après, pour la réception des habitants, là j'avais l'occasion de vérifier
très matériellement, puisque donc, avant l'écriture du livre, il y a eu plusieurs soirées justement partagées chez l'habitant, où j'avais écrit des textes qui se sont après retrouvés dans le livre, et donc je le présentais en compagnie de la musicienne Laure Chailloux. Et là, en lisant les textes devant les gens, on peut vérifier immédiatement leur portée, et puis les gens m'en parlaient immédiatement après. Donc voilà, je me suis plus posé de questions après quand j'ai vu quand j'ai vu la réception des textes. Et du coup, je ne me la pose pas non plus quant aux utilisateurs des iPhones qui m'entendent en se promenant autour de l'usine. J'ai créé ce livre, voilà, en fait, et puis après, le livre vit sa vie. Et vous avez raison, moi je n'ai pas écrit un livre de journaliste, d'historien, etc. C'est un poème, en fait. Voilà, c'est de la poésie. Par rapport à ce que disait Madame aussi, c'est ma proposition, voilà, parce que je suis poète. On écrit un poème sur ce quartier. Oui, je veux savoir du point de vue politique, en fait, si pour vos financeurs, cette application est conçue comme faisant partie de tout le processus de renouvellement urbain qui commence et qui va commencer, en fait. Alors, c'est une question... je ne sais pas finalement encore dans quelle mesure les politiques, ou en tout cas la ville, ou les gens qui s'intéressent à la médiation autour d'un territoire se sont emparés de cette application. Ils ont pour certains saisi l'enjeu et la portée, d'autres ont deviné, d'autres ont suivi, d'autres continuent de se questionner. On reste sur une zone d'expérimentation. On entend beaucoup parler de tourisme en ce moment par rapport à ce genre de proposition. On parle de quelque chose qui s'appelle le tourisme industriel. On s'inscrit dans des parcours. Finalement, moi j'observe ça tout le temps. C'est plutôt de la veille pour moi. C'est plutôt essayer d'imaginer d'où viennent les gens, comment ils s'emparent de ces propositions, comment moi, à titre d'éditeur, je peux m'inscrire dans ce genre de propositions. Comment je peux développer un schéma de production, une chaîne de production et de diffusion, comment je peux cultiver la ligne éditoriale de la maison dans ce genre de dispositif. Alors, on parle de financement, de politique, concrètement, à un moment on s'adresse au volet culture, à d'autres moments c'est le volet tourisme, à d'autres moments c'est le volet économique. Pour construire un programme de financement, on s'adresse à des gens dans ce type de projet qui s'intéressent spécifiquement à l'objet littéraire, d'autres aux politiques de la ville, vous voyez, alors là c'est littéralement l'opposé, des gens qui entrent par le patrimoine, d'autres qui entrent par la production musicale qui peut accompagner ce genre de projet. Bref, vous avez une somme d'interlocuteurs, vous êtes obligé d'associer, ou en tout cas de mettre autour de la table, et cet enjeu politique, finalement, moi, c'est la ligne éditoriale. Moi, je questionne finalement une notion de devenir, et donc l'enjeu est là pour moi. Et donc être face aux politiques, ses représentants, et partager ce questionnement, c'est l'objet de la maison de l'addition. On parle de transmission des savoirs, on parle de questionnement, de questions de société. On met une proposition sur la table et puis on demande aux gens d'accompagner ce mouvement. Ensuite, il y a tous des enjeux de développement technique, pratique. Finalement, une somme de savoir que vous convoquez pour décliner cette proposition, pour la mettre dans des cheminements, mais qui finalement, on voit bien que depuis qu'on a présenté cette application, on rencontre énormément de monde. Beaucoup de gens finalement profitent d'un déplacement pour venir l'essayer. Ça fait un showroom incroyable. Avec des questions qui n'ont finalement
ni début ni fin. Aujourd'hui, on a deux termes, tourisme, technologie, et on voit que ça tourne autour de ça. Sur des lignes de financement, on a des fois des coquilles et on va chercher du contenu. Moi, je suis producteur de contenu, tout simplement. Si il y a quelque chose à développer sous cet aspect-là, je vais forcément et même obligatoirement devoir me poser la question. Je cherche à développer des contenus sur les questions qui m'importent. Ce sont des modes d'exploitation pour diffuser ces contenus. C'est finalement l'endroit de convergence pour moi avec les financeurs potentiels, ceux qui s'intéressent des problématiques d'attractivité de territoire, de mutation de territoire. Là, encore une fois, ce sont des termes qu'on connaît bien dans la maison, et donc on s'oblige à aller vers ça aussi. Vous voyez, voilà un peu. Donc ça fait des montages très complexes. Ça fait aussi quelque chose qui est de l'ordre d'une école de frustration, parce que tout le monde a une attente très très différente en fonction de ce genre de proposition. J'avais, je pense, peut-être mal saisi le questionnement par rapport à l'image tout à l'heure, j'en suis désolé, mais on avait, dans le même type de contexte, invité un vidéaste à produire un film. C'est toujours finalement une histoire de point de vue, ça ne reste qu'une histoire de point de vue, et un point de vue qui rencontre un sujet. Et on produit une forme, et on l'adapte. Et puis, si ce sont les politiques de la ville qui sont prêts à avancer sur ce genre de projet, on avance avec eux. Si ce sont d'autres personnes, on avance avec elles. C'est vraiment pas... c'est plutôt mon travail de production, là. Est-ce que vous avez une idée de l'utilisateur? De téléchargement et d'utilisateurs, est-ce que vous savez à peu près, est-ce que c'était des touristes ou finalement du tourisme local ou en fait... Je ne vais pas être en mesure de vous donner des chiffres, j'aimerais même... Non, mais... Je n'ai pas les derniers chiffres en fait, mais on a quasiment 7 téléchargements par semaine. C'est à peu près... voilà. Jusqu'au début janvier, c'était comme ça en tout cas. Ça, c'est les chiffres que je peux donner de manière... Alors, qu'est-ce que ça représente? Je n'en sais rien. Ce qu'on peut dire, c'est que l'application, elle est disponible, elle a été disponible dans une première version à l'occasion des Journées du patrimoine de 2013. C'était une course pour arriver à cette date-là. Qu'elle a été exploitée sous différentes versions jusqu'à l'entrée dans l'hiver, c'est dur. Et qu'aujourd'hui on arrive à une nouvelle phase d'exploitation. Donc on parlait de médiation, comment sensibiliser le public, de proximité. Tout à l'heure on entre dans cet instant-là en fait, aujourd'hui, de mettre à disposition cette application au-delà du fait d'annoncer son existence. Et justement elle a été annoncée, donc les gens même mais c'est l'Office du tourisme, où est-ce qu'on peut faire connaître cette application, enfin, quel est le circuit écoutez, encore une fois, là il y en a plein. L'Office du tourisme, bien sûr. J'ai l'impression qu'il y a autant de relais d'opinion qu'il y a de centres d'intérêt autour de ce genre de proposition. C'est toute la difficulté, finalement ça marche comme une caisse de résonance. C'est plutôt des gens qui s'intéressent déjà immédiatement à ce genre de sujets qui viennent à nous. Les gens trouvent très facilement cette proposition. Tous les gens qui, comme vous ici, s'intéressent à ces questions, localisent assez rapidement l'application. Elle est déjà visible en soi. Aujourd'hui, c'est plutôt pour atteindre des sphères un peu plus larges sur quoi il nous faut travailler. Et je pensais l'éducation nationale, enfin tous ces gens qui peuvent finalement s'emparer de ce genre de propositions pour les inscrire dans leur cœur de métier. Tout le monde a faim. J'ai une dernière question et c'est par rapport justement à ce que vous pensez justement que l'application, à travers l'expérience qu'elle offre à l'utilisateur, elle peut être utilisée comme un moyen pour donner un peu une autre image du quartier, une image, on va dire, un peu plus positive. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui peut être utilisé comme ça? Alors, c'est plutôt des gens qui s'intéressent déjà immédiatement à ce genre de proposition. Tous les gens qui, comme vous ici, s'intéressent à ces questions, localisent assez rapidement l'application. Elle est déjà visible en soi. Aujourd'hui, c'est plutôt pour atteindre des sphères un peu plus larges sur quoi il nous faut travailler.
fait, l'image positive, c'est voir un peu loin. Déjà lui donner une image tout court. Parce qu'en fait, c'est pas facile de se débarrasser d'un passé aussi lourd. Mais déjà, faire en sorte que ce ne soit pas une zone de traversée, une espèce de no man's land, c'est déjà un premier pas. Et je pense que c'est finalement un contexte à créer pour que les projets de requalification, de reconstruction, etc., puissent faire leur travail. Ces projets-là, qui coûtent des millions, c'est autre chose, puissent réenchanter en fait la vie là-dedans. Ce qu'on fait, c'est simplement une espèce de... tendre un miroir au quartier pour qu'il se rende compte qu'il existe. Merci à tous. Du coup, je vais laisser la parole à Maria pour Donc, cette deuxième édition de la journée Urbanité numérique touche à sa fin. J'aimerais une fois de plus remercier nos partenaires ainsi que nos intervenants. Et donc, merci de vous être déplacés pour nous aujourd'hui et de nous avoir permis d'approfondir nos réflexions sur les différents usages du numérique dans l'invention de parcours urbains. Enfin, j'aimerais vous remercier, vous, cher public, de votre participation. Il est formidable de voir que cette journée d'études peut être pertinente et utile pour une pluralité de personnes. Avant de quitter, nous vous invitons à nous remettre les fiches commentaires et conseils afin que nous puissions, entre autres, connaître votre avis sur la journée. Donc, à la prochaine édition de la journée Urbanité numérique.